Bon, donc voilà, bonjour tout le monde, merci d'être là. C'est le 40e café littéraire de l'Impondérable et je suis très heureux de recevoir Yves Michaland qui a un parcours impressionnant, donc qui a fait un peu de tout et qui a fait de très très belles choses et qui est resté lui-même. Donc je peux dire par exemple qu'à 27 ans, en 1972, il avait déjà les bureaux de son entreprise de communication sur les Champs-Élysées. Alors en 79, il a publié chez Lafon Le Pouce-Caillou, qu'on va retrouver dans cet excellent livre, que je conseille à tout le monde, que j'ai lu personnellement avec grand plaisir 2 fois, donc Au royaume des crapauds, fou surgit merle blanc. Et donc, je disais, il a fait énormément de choses, et en 1993, il a donc fondé Est Liberté avec le concours de l'Union européenne. Donc, il a donc fait la promotion de la démocratie dans les Balkans. Alors, Yves, bienvenue au Café littéraire de l'Impondérable. Merci d'être là. C'est un plaisir. Voilà, et donc justement, donc Est Liberté, ça a porté ses fruits, c'était facile à monter, c'était difficile? Je ne me suis pas posé la question dans ces termes-là, c'est venu un petit peu tout seul. Enfin, tout seul, il faudrait que je remonte en arrière. Ah bah remonte. Bien. Moi j'ai fait une carrière dans la communication, malgré moi, parce que en fait, même si j'ai rencontré un gros succès, un succès important, quand Kader parlait des Champs-Élysées, oui c'est vrai, j'avais 27 ans, j'avais 600 mètres carrés quand même, sur les Champs-Élysées. Mais peu importe, je m'en suis jamais aperçu de cette réussite-là. La seule chose que je savais, c'est que le désir d'écrire, la tentation de l'écriture et d'ouverture sur le monde, ça m'a toujours habité. Puisque j'ai écrit mon premier roman, j'avais 17 ou 18 ans. Il a fini par sortir, il reste 30 ans après, sous une forme un peu remaniée, bien sûr. Mais j'ai fait une carrière, quand je dis malgré moi, c'est que c'était un monde assez extraverti, etc. Et moi, j'étais plutôt introverti. Et finalement, le fait de ne pas la ramener, ça me ramenait des clients, quoi. Donc, parce qu'on disait, chez Michel, on sera bien traité, il ne fait pas ça pour le fun, etc. Et ça a duré une bonne vingtaine d'années. Mais déjà, j'avais envie de faire pas mal d'autres choses. Donc j'ai créé, dès que ça marchait bien, je m'arrangeais pour porter des projets impossibles à porter parce que générateurs de pertes d'argent, enfin bref, peu importe. Là, j'ai créé à l'époque Latitude, qui était un magazine spécialisé dans la politique étrangère, on va dire, de géopolitique, où là, je me suis autorisé à faire des trucs impossibles. Enfin, on n'en revient pas, même une fois que c'est fait. Exemple, au lendemain de la mort de Brejnev, on se posait tous des questions sur savoir qui avait piloté cet empire extraordinaire et qui était cet apparatchik là qui était arrivé comme ça, on ne sait d'où, qui était Konstantin Tchernenko. Alors vous avez oublié, hein, mais, parce qu'il n'est pas resté longtemps, il est mort très vite, mais franchement, on ne savait pas du tout qui c'était. Je sais pas, moi je me suis dit, écoute, t'es patron d'un journal là, qui vient de se créer, vas-y quoi. Donc un peu au culot, un peu je sais pas comment, n'empêche que j'ai grillé la politesse à l'Express au point Der Spiegel, les journaux anglais, les journaux italiens ou autres, et on a pu recueillir 4 heures d'interviews qui ont été reprises bien sûr dans le monde entier et qui tentaient d'éclairer ce qu'allait être la politique de Tchernenko à l'époque. Je dis ça, c'est pas un fait de guerre, hein, mais j'avais bien l'esprit ailleurs parce que ça s'est pas fait comme ça non plus en 2 minutes et demie. Et du reste, j'ai toujours en mémoire, l'interview se terminait par « Le soleil de la liberté s'élevait sur l'Afghanistan et personne ne pourra jamais le faire disparaître ». Bon, des années après, je ne suis pas sûr que le soleil de la liberté soit vraiment là-bas et bien installé. Enfin bref, c'est une espèce d'appétence pour autre chose. Donc j'ai siégé à l'époque dans beaucoup de comités, de fondations qui m'empêchaient
de crever sur place malgré la réussite affichée, quoi. Donc je me nourrissais des autres, ce qui a été du reste un peu le parcours de toute ma vie. Hein. Il y a que, c'est un peu ce que son ami disait tout à l'heure, la curiosité de l'autre, on a toujours quelque chose à en tirer. Ben, moi j'allais pêcher de l'information, de la sensibilité chez les autres. Comme j'ai eu la chance, on ne choisit pas sa naissance, hein, mais de naître dans une famille assez bourgeoise, on va dire, très gaulliste, orthodoxe. Hein, je me suis pas mal rapproché d'une façon tout à fait naturelle du mouvement gaulliste pur et dur. Hein. Quand je dis les purs et durs, c'est Seguin, c'est même Juppé, Chirac, etc. Avec qui j'ai noué des relations d'intimité, puisqu'il m'a demandé même un jour, je ne l'ai pas écrit dans le livre, de venir le rejoindre quand il était à Matignon. Je ne pouvais pas, mais au niveau politique, du reste, c'est amusant parce que quand moi je pouvais être tenté par le fait politique, c'est-à-dire l'action, le bonheur a fait que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas parce que j'avais des contraintes matérielles ou autres. Je ne pouvais pas planter comme ça une boîte qui portait mon nom, avec des clients qui n'auraient pas compris l'engagement politique. Et quand eux avaient envie, moi je ne pouvais pas, et quand moi ça m'est arrivé d'avoir envie, c'était pas le moment. C'était pas le bon moment où ça m'est arrivé d'être sur une liste, la première élection au Parlement européen, j'étais très très bien placé, j'aurais été élu sans problème. Où là est arrivé, on commençait à discuter des problèmes de parité, et de moi-même, très honnêtement, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est vrai, de moi-même j'ai dit écoutez, si vous voulez mettre Madame Machin à ma place, allez-y, moi je m'en fous. Je ne cours pas après à poste, je ferai d'autres choses, etc. Ça, c'est pour donner un petit peu, mettre du contenu à ce qui a été, aux yeux de l'extérieur, une vraie réussite sociale, comme on l'entend. C'est-à-dire, le mec, là, il avait 45 ans à peu près, je sais pas. Il voyageait dans le monde entier, invité, c'est-à-dire sans jamais avoir à faire le moindre effort. Ça devenait lassant. Parce que il fallait y aller pour des raisons, je ne sais même pas pourquoi. Alors, je me suis baladé dans le monde entier comme ça, mais avec un sentiment de non-achevé, enfin aucune satisfaction réelle, parce que je ne suis pas né pour aller faire du tourisme. Et deuxièmement, ça n'avait pas grand intérêt, puisqu'on était en plus invité dans des conditions ultra luxueuses. Et à la limite, c'était trop, quoi. Donc j'ai commencé à me poser des questions. Au milieu, un petit peu, là, un jour, j'ai fait une grosse déprime parce que je ne sais pas comment ça vient, mais c'est un espèce de surplein et de décalage entre la réalité de ce que je voulais et ce que je faisais, coincé, j'allais dire, vraiment dans cette réussite sociale. Et la thérapie immédiate a été pour quelqu'un qui a un sentiment un peu artistique, puis qui aime l'expression, c'est l'écriture, parce que l'écriture en plus ça se permet de se camoufler. Hein, on procède par beaucoup d'aphorismes ou pour ce qui me concerne, de silence, hein, qu'il faut décortiquer, parce que tout est dit et rien n'est vraiment exprimé. Hein, on me l'a beaucoup reproché, sauf que j'ai eu la chance, et ça m'a encouragé, vous verrez pourquoi je dis ça, par la suite, par avoir ce premier livre là, qui s'appelle Couscous, qui a eu un gros succès critique, qui a eu un très beau prix, un grand prix de l'Académie, et les félicitations de Jacqueline de Romilly, qui était la grande linguiste à l'époque, qui m'avait envoyé un petit mot en me disant ce livre fait honneur à la littérature française. Donc là, j'étais quand même avec un sentiment de fierté. Après, il a fallu gérer toutes les questions qui concernaient les problèmes géopolitiques, ça m'intéressait. La chute du mur arrive, et là je me suis dit, là c'est le moment ou jamais, tire-toi, dégage, vraiment, hein, dégage, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Alors, ça n'a pas été aussi simple que ça, parce que quand vous avez 49 ans,
une très grosse situation, de prise des habitudes, enfin, il faut le faire. Du reste, j'ai eu du mal à partir, parce que on est entre nous, mais à l'époque, on négociait son départ. Je veux dire, voilà, quoi, ça se négociait les yeux dans les yeux. Mais les associés de l'époque n'y croyaient pas. Hein. Donc à mon départ, ils pensaient que j'allais aller à la concurrence ou je sais pas quoi, ou n'importe quoi. Enfin bref, j'ai réussi à me dégager et à respirer enfin pour la première fois. Donc je me suis posé et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire exactement? Tu vas continuer bien sûr toutes tes activités à caractère social, tu vas garder tous les sièges que tu occupes dans des fondations. J'étais vice-président j'avais été nommé, ça s'amuse dans ça, au passage, vice-président de la fondation Leclerc, qui était une fondation liée à vous, et animée essentiellement par les anciens de la deuxième DB. Moi, bien sûr, j'ai pas fait la guerre, hein, je suis limite, hein, mais je suis né en 45, donc je me cognais avec des généraux 4 ou 5 étoiles qui ne voulaient pas tellement faire évoluer les choses alors qu'ils étaient assis sur un tas d'or et qu'il ne fallait surtout pas que ça bouge. Et moi, aidé par le président, poussé par le président, j'étais là pour déminer un petit peu tout ça et faire évoluer. Ce qu'on a réussi à faire beaucoup plus tard, en s'associant avec la mairie de Paris, en créant une grosse fondation qui est sous la dalle de Montparnasse. Mais à l'époque, ça ne m'a pas valu que des choses agréables. Mais c'est pareil, il fallait que ça bouge, donc ça a fini par bouger. Là-dessus, donc arrive la chute du mur, et je suis libéré, donc je me dis, profites-en, fais quelque chose, fais quelque chose. Et là, encore une fois, béni des dieux, je sais pas quoi, j'ai rien eu à faire parce que c'est venu tout seul. J'ai un ami j'ai une amie qui travaillait chez Grasset, qui avait un ami qui était vice-président de la Ligue des droits de l'homme, qui avait un ami qui était un grand intellectuel roumain et qui allait se présenter à la présidence de la République. Bon, sauf que il ne savait pas trop comment s'y prendre. Il se posait des tas de questions. Donc, Yves, est-ce que tu veux aller t'occuper de ça? Compte tenu de ton passé, c'était assez logique. Enfin, c'était bien vu au départ. Moi, je lui dis, je veux bien, mais je ne peux pas. Il dit, mais pourquoi tu ne peux pas? Je ne peux pas. Je suis désolé, je n'ai jamais mis les pieds là-bas. Je ne peux pas m'occuper du schéma politique roumain. Oh, ne t'inquiète pas. Le week-end d'après, j'étais invité là-bas. Je n'ai pas pu ne pas y aller, bien sûr, donc j'y suis allé avec plaisir. Et quand je dis un week-end, c'était vraiment un week-end, 3 jours. Et en 3 jours, à l'époque, à l'époque, toute l'élite roumaine, hein, parce que vous allez voir, ça va s'étendre après, se connaissaient bien sûr très bien, hein, parce qu'ils s'étaient beaucoup liés pendant toute la période du totalitarisme. Et en un week-end de 3 jours, j'ai rencontré absolument toute l'élite du pays. Bon, les intellectuels, les grands juristes, les avocats, les médecins, tous ceux qui constituaient le noyau dur de la société roumaine. Et je leur ai dit, bon, écoutez, je veux voir, j'ai essayé d'identifier quels étaient leurs besoins. C'était tout. Ils n'avaient rien. Et rien avec presque le plus important, c'est le sentiment de ne pas pouvoir y arriver, quoi, d'être en difficulté, d'être très intimidé par l'aisance dans laquelle on était nous, pas à l'aise. Bien sûr, ils n'avaient pas d'argent du tout, hein, ils n'avaient pas de moyens, il n'y avait pas de carte de crédit, il n'y avait pas de banque, je veux dire, à l'époque. Et quand ils avaient des obligations pour venir à Paris ou je ne sais pas quoi, c'était la croix et la bannière, et c'était une souffrance. En plus, ils étaient invités dans des colloques internationaux avec des types qui allaient coucher au Georges V invités par leurs ambassades ou par le gouvernement français, et eux, ils couchaient dans des masures, chez des cousins de cousins, en grande banlieue, enfin bref, ça n'allait pas du tout. Donc, on a dit, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire.
Et j'ai commencé tout gentiment par leur trouver des moyens matériels. Donc j'ai tapé des vieux copains qui avaient les moyens de débloquer une datation de, je sais pas, d'une dizaine d'ordinateurs ou des choses très matérielles, parce qu'ils avaient à l'époque des bureaux pour s'organiser pour les trucs, mais ils avaient rien. Il n'y avait rien dedans. Il y avait 3 chaises et des vieux machins qui ne marchaient pas. Et puis, on a commencé à discuter pas mal. Et puis, ça s'est su là-dessus. J'ai été invité dans des colloques à l'étranger avec des personnalités importantes de l'époque, que ce soit les Guérémecs ou autres qui venaient d'autres pays de l'Est. Et puis, ça s'est su. Ça a fini par se savoir qu'il y avait un Français qui s'intéressait aux faits politiques là-bas et qui offrait, hein, parce que bien sûr, j'offrais tout. Hein. Et que ça avait... C'était excessivement bien reçu. Donc, un journaliste, tout bêtement, hein, ça s'est fait comme ça, un journaliste de l'événement du jeudi à l'époque, qui est devenu Marianne, avait fait un petit colonne comme ça en disant Yves Michalon a réinventé l'ONG à caractère politique, a inventé plutôt, voilà, et puis détailler un petit peu ce qu'on essayait de faire. Et c'était un jeudi donc, vendredi, on avait déjà des petits bureaux pour l'association, qui était une association à l'époque. Mais comme on n'y allait pas tous les jours, il y avait un répondeur, quoi. Donc vendredi, samedi on n'y va pas, dimanche on n'y va pas, et lundi matin, ma collaboratrice, qui est encore aujourd'hui ma collaboratrice, va relever un peu ce qu'il y a sur le répondeur. Et il y avait le message d'un mec, le directeur de l'Union européenne, chargé des programmes phares, qui étaient spécifiques, qui était très richement doté, mais qui n'avait pas d'opérateur. Donc il fallait qu'ils trouvent un opérateur. Et ils avaient le sentiment, à travers la simple colonne du journal, d'avoir trouvé le bon. Donc ils ont eu que de cesse de venir à Paris, ils sont venus au bout de 48 heures, ils étaient là, et ils m'ont fait signer des papiers nous donnant des moyens considérables, pas considérables par rapport à une jeune structure qui venait de naître, pour appliquer véritablement des programmes de formation, d'échanges, de bilatéral, etc. Ce qu'on a fait très très vite. Et ça s'est étendu, je me suis un peu étendu sur la jeunesse de cette histoire-là, mais elle est assez révélatrice. Ça s'est étendu donc à la Bulgarie, à l'Albanie, à la Serbie, à la Macédoine, au Kosovo. Ça ne quittait pas le Kosovo à l'époque, qui l'est maintenant. La Hongrie, enfin bref, dans toute cette zone-là, on intervenait, nous, solliciter sans arrêt pour qu'on en fasse plus, qu'on en fasse plus, qu'on en fasse plus. Et on en faisait tellement que finalement, je faisais moi tout le bilatéral, ce qui arrangeait complètement le gouvernement français parce qu'on était en période de cohabitation et que c'était politiquement un peu dangereux dans la mesure, enfin dangereux. C'était difficile de se mouiller, quoi, parce qu'il ne connaissait pas le mec là, qui allait se présenter en Roumanie, il ne connaissait pas celui qui allait se présenter en Bulgarie, il ne connaissait pas, et les chancelleries locales, finalement, ne connaissaient pas bien non plus. Hein. Alors que nous, on était en proximité totale sans arrêt avec eux, donc on pouvait utilement donner de l'information, et comme on le faisait sérieusement et autres, en confiance totale. Donc, je me suis auto-proclamé diplomate, quoi, hein, et de haut niveau, bien ça, on peut le dire. On a continué, ça a duré pendant 10 ans, et on a eu des résultats fantastiques, puisque on a fait élire 4 présidents de la République, on a formé, je sais pas, 200 ou quelques ministres dans les différents pays, sans vagues, sans trop de dégâts. Il y a eu des petites histoires, bien sûr, mais pas tant que ça. Et inutile de dire que c'était une expérience excessivement enrichissante, parce que, bon, j'ai vécu des trucs qu'on ne vit pas. Je veux dire, par exemple, un jour, je suis allé retrouver Rugova, qui était le chef des Albanais du Kosovo, qui était enfermé à Pristina et qui ne pouvait plus sortir.
parce que le gouvernement serbe faisait tout pour l'empêcher de sortir. Hein, et en plus, il n'y avait plus d'argent dans les caisses du truc, donc je suis parti avec le copain de l'époque qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui était au Collège des Hautes Études. On est parti comme on le faisait assez souvent, c'est-à-dire Paris à Budapest en avion et ligne normale, donc ça, aucun problème. Ensuite, autocar de nuit pour aller à Belgrade, en guerre, hein, on était en guerre à l'époque, à Belgrade. Arrivé à Belgrade, trouver une voiture, un chauffeur de l'essence, qui est une complication pas possible. Et ensuite, Belgrade, Pristina en voiture sur des autoroutes complètement désertes, arrêté sans arrêt pour des contrôles de police, je ne sais même pas comment on est passé aussi facilement, etc. Pour finalement arriver en retard, bien sûr, puisque c'est très long, avec les mecs pas là le jour du rendez-vous. Donc je suis obligé de repasser par Paris pour dire à mon assistante, démerdez-vous, trouvez-moi au Gova, parce qu'il dit lui qu'on reste et que je reporte le rendez-vous le lendemain à la même heure, au même endroit, etc. Ce qui a fini par se faire. Et là, je raconte ça pour la petite histoire, on a l'impression qu'on est à plein James Bond, mais c'est la réalité. Hein. Et le lendemain, je retourne sur ce lieu de rendez-vous, et puis je vois un mec qui arrive vers moi, et moi je vais vers lui, on a croisé le regard là, en tournant. Tout de suite, lui a compris que c'était ce qui nous. Moi, j'ai compris que c'était eux. 10 minutes après, il y avait 5 vieilles Mercedes, là, des goûts américaines, avec des mecs avec les Kalachnikov aux fenêtres, qui étaient là, en arc de cercle pour protéger tout le monde. Et puis, on a fait notre petite affaire, là. Je lui ai donné le poste de frontière où il fallait qu'il aille en Macédoine. L'argent qu'il fallait, quand il avait besoin pour la suite. Et hop, je rentre à Paris. Et, ni vu ni connu que ça fait ce week-end, au moment où rien. Ma vie a été ponctuée de l'histoire de ce type-là, avec vraiment beaucoup de liberté et beaucoup de réussite, on va dire. Et j'en tire comme conclusion que faut jamais avoir peur d'oser, hein, parce que personne m'a demandé quoi que ce soit, j'ai demandé l'autorisation à personne, et on a fait un travail qui est jugé encore aujourd'hui comme assez exceptionnel. On parlait de la Kabylie tout à l'heure. Quand je publie Ferrat une fois, 2 fois, 3 fois, bien sûr je tiens compte de l'environnement, mais je sais que c'est pas facile, je veux dire, je sais que c'est pas un livre commun, quoi. Là, je vais publier, c'est pour ça que je fais la liaison un petit peu, un livre sur le Kosovo, hein, qui est depuis acquis son indépendance, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses, parce que c'est un pays qui n'a pas les moyens véritablement de vivre, et qui est encore, pour des raisons de langue, de nationalité, de tribu, etc., en train de se chercher, véritablement. Et moi, je connais très très bien ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ce sont exactement ceux qu'il fallait abattre, hein, quand moi j'intervenais. Donc, à l'époque où moi j'intervenais, on en avait fait virer de ces mecs-là parce qu'ils pensaient qu'à la bagarre, j'allais dire, quelque part, et ils n'ont pas forcément des passés très reluisants, on va dire. Alors, ils se sont assagis parce que le pouvoir fait en sorte que les choses s'assagissent, hein, mais c'est un peu l'état d'esprit qui fait que, même là aujourd'hui, en publiant un livre sur le Kosovo, fait par un ami qui était à l'époque un peu le représentant à Paris de Rogova, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Voilà, ça, je parle de l'expérience de cette liberté parce qu'elle est intéressante en soi. Mais si on parle de l'expérience de l'éditeur, c'est un petit peu la même chose. Je veux dire, j'aime bien aller là où personne ne va. Et justement, alors les éditions Michel-Ange, tu les crées en 1994, c'est ça? Mais pourquoi tu décides de créer des éditions? Tu as vu que c'était le travail d'Est Liberté, c'était terminé, il fallait passer à autre chose? Non, c'était pas terminé du tout, ça venait de commencer.
D'accord. En 1994, on avait à peine 2 ans d'existence, puisque l'organisation, je veux dire, sur un plan local là-bas, sur un plan politique, ça ne s'est pas fait tout de suite le lendemain de la chute du mur, c'est évident. Hein, donc ça a mis un certain temps. Et moi, il fallait que je retrouve un statut social, quoi. Il fallait que j'ai un bureau où aller. C'était évident qu'il ne soit pas une association, une fondation. Donc ça m'est venu naturellement pour plusieurs raisons. D'abord, j'avais déjà publié moi-même pas mal de livres et j'étais le conseil attitré, personnel, on va dire presque, mais de Gallimard, de Grasset, de Albin Michel, de Robert Laffont, de Larousse, de Nathan, enfin de pratiquement toutes les éditions françaises, sauf Le Seuil et puis Flammard. Enfin bref, tout le reste, j'avais une espèce de monopole que j'avais déjà quand j'étais avec mon entreprise. Même si ça représentait 10% ou 5% du chiffre d'affaires, c'est pas un hasard non plus, je veux dire, si je suis allé vers ça. Donc, connaissant bien le milieu, c'est naturellement vers l'édition que je suis allé. Au départ, du reste, on avait démarré avec Claude Lanzmann, qui dirigeait donc Les Temps Modernes, et qui dirige toujours aujourd'hui, qui n'est pas une personnalité particulièrement facile. Et on a sorti nos premiers livres comme ça, qui étaient du reste assez intéressants, même aujourd'hui, parce que c'est assez révélateur. Il y avait dedans, un livre sur l'hôtel du Tessia, dont on parle beaucoup en ce moment, parce qu'il est rénové en tant que palace, mais il ne faut pas oublier que ça a été le siège de la Gestapo pendant un bon bout de temps, et ensuite le lieu de rassemblement du retour de tous les camps de réfugiés. Donc on va le rééditer, plus de 20 ans après. On a publié un type que j'adore, qui écrit merveilleux, et ce sont plus beaux livres, qui est Abdelkader Djemaï, qui est un Oranais, qui est L'été de sang, qui est un vrai petit bijou, un vrai petit bijou. Il n'a jamais écrit mieux que ce livre-là. Du reste, je lui reproche un peu de faire toujours un peu le même livre, mais c'est un ami, hein, vraiment. Il est allé ensuite au Seuil, et c'est vraiment un ami. Et puis on avait publié Taguieff, sur les femmes d'antisémitisme, qui est toujours un penseur, je veux dire, un philosophe un peu à part, un peu à côté, et pas facile, parce qu'il était faire, je sais pas, 800 pages, un truc comme ça. Ensuite, ce qui m'a intéressé, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, c'est de créer les Mondes Rebelles, qui était une encyclopédie de 1300 pages, qui recensait tous les conflits et mouvements de lutte armée dans le monde, ce qui à l'époque a été immédiatement perçu comme un produit très novateur et très intéressant, qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas de Wikipédia, il n'y avait pas la possibilité de savoir qui étaient les Tupac Amaru. Honnêtement, ici dans cette salle, personne ne sait qui sont les Tupac Amaru. Et je vous rassure, à l'époque, je ne savais pas non plus. Mais comme j'avais envie de savoir qui c'était, je savais que j'allais les retrouver dans le livre. Donc les Tupac Amaru, sont les opposants chiliens. Mais toutes les structures de tous les pays, je veux dire, concernés par des conflits, on analysait les historiques, les antécédents, etc. Et ensuite, on répertoriait tous les mouvements, et dans les mouvements, tous les leaders, etc. Donc, c'était un guide formidable pour les journalistes, pour tous les esprits curieux, etc. Et on a fait une édition, 2 éditions, 3 éditions, qui étaient renouvelées, etc. Jusqu'au moment où est arrivée la grande bulle informatique, enfin, je veux dire, etc. Où là, du reste, on a été sollicité pour qu'on nous achète la base de données qui était formidable. Et là, ça m'a fait bien marrer du reste, parce que finalement, j'ai été quand même tenté. Donc j'ai vendu à des financiers hollandais, je ne sais plus quoi, etc., qui ont voulu faire seul, alors qu'on devait faire ensemble. Ils ont voulu faire seul, ils se sont ramassés, parce qu'ils ont été incapables de faire le quart du boulot qu'on faisait nous. Et j'ai récupéré, comme ils se sont effondrés,
ils ont déposé, et j'ai récupéré la marque et tout à la suite. Mais même, on ne parlait pas, hein, comme on parle beaucoup de ça, hein, puisque c'est sûr que la condition féminine a énormément changé, et le rapport à l'individu a changé, le rapport au genre, enfin tout ça. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à publier des combats sur tous les terrains, que ce soit, on a publié le premier livre sur la GPA, ça va être la PMA, ça va être les violences conjugales, ça va être enfin, à peu près tous les sujets qui peuvent concerner, je veux dire, l'accouchement, je veux dire, la violence à l'hôpital. Ça m'intéresse, donc ça revient naturellement, parce que quand vous faites des bouquins qui apportent des solutions, et surtout quand on me dit fais pas, tu vas te ramasser, ça marchera jamais, ça n'intéresse personne, type par exemple, on a fait un petit succès l'année dernière, on publie un livre sur l'interruption médicale de grossesse à l'IMG. Hein, c'est grosso modo, on comprend facile. Non, vous êtes une jeune femme, vous êtes dans votre vie, on vous annonce que l'enfant risque de ne pas être viable. Qu'est-ce que vous faites? Et vous avez 15 jours pour prendre votre décision. Et puis on s'en va parce qu'on n'a pas le temps vraiment de discuter. Alors pour les familles un peu privilégiées qui ont du monde avec eux, ça va, mais pour celles qui sont seules, c'est une sacrée responsabilité, c'est une sacrée douleur de savoir qu'il va falloir organiser le même jour le deuil, c'est-à-dire l'enterrement de l'enfant, et son état civil. C'est pas simple comme ça. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas très glamour, on va dire. C'est vrai que c'est un sujet qui est pas tentant, mais n'empêche que ça n'a pas empêché de faire un vrai succès, parce que il n'y avait pas de livre qui traitait de ce sujet-là. Hein. Et si je reviens très en arrière pour essayer de comprendre pourquoi tout ça s'est fait comme ça, j'ai, dans le cadre de mes activités antérieures de com, je suis assez fier de moi, là, mais j'y pensais même plus. Donc, je crois que je l'ai marqué dans le livre quand même. Je crois que j'en ai parlé. J'avais lancé le premier test de grossesse. Alors, ça paraît ridicule aujourd'hui, mais à l'époque, les femmes n'avaient qu'une seule solution pour savoir si elles étaient vraiment enceintes, c'était d'aller au labo, hein, et puis de se faire le test qu'on appelait le test de la lapine, qui était le monopole des laboratoires. Bon. Et ce monopole, ils n'avaient pas du tout l'intention de le partager, mais alors avec qui que ce soit. Donc moi, je m'occupe de toute la communication de ce lancement, qui était un peu comme ça. Et un jour, je vois arriver les flics qui ont fait une perquisition assez musclée, commandée sans doute par le syndicat des laboratoires d'analyse, en disant qu'il faut absolument empêcher ça, qu'on sache quand ça va se faire, etc. Donc je vois arriver vraiment des flics le matin. Bon, et puis ils ont trouvé des papiers, ils ont trouvé tout le reste, tout ce qu'ils voulaient, ils ont trouvé, puisque je ne m'attendais tellement pas à les voir qu'on n'avait rien caché, quoi. Donc, sauf qu'on n'avait pas décidé de la date. Et ça m'a rendu bigrement service, parce que du coup, on a attendu le procès de Bobigny, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, on avait attenté un procès à une infirmière pour avoir fait avorter une jeune femme, avec des méthodes de l'époque, hein, des aiguilles à tricoter, enfin bref, des trucs affreux, quoi. Et je me suis dit, on va être un peu malin, on va attendre. J'ai attendu le discours de Simone Veil, et là, dans la foulée, immédiatement, on a lancé le truc, toutes les chaînes de télé ont immédiatement couvert, et toutes les femmes qui étaient concernées par ça à l'époque, je veux dire, où elles venaient d'apprendre le jour même qu'elles avaient des retards qui n'étaient pas possibles, ou je ne sais pas quoi, où elles voulaient tout simplement savoir, bien sûr, sont allées à leur pharmacie le lendemain, qui n'avait pas le produit, bien sûr, donc on est obligé d'organiser des trucs en appelant des étudiants des écoles de commerce, de venir gagner un peu d'argent dans la journée. On a organisé à l'improviste dans la cour du labo des tables, comme si c'était une kermesse, qui vendaient des tests de grossesse. Et bien sûr, on n'a pas eu le moindre emmerde, on n'a eu que des félicitations après. Donc là aussi, comme quoi, dans certains cas, il ne faut pas avoir peur, quoi, parce que beaucoup d'autres, enfin j'en connais d'autres,
les flics sur place, ils seraient débinés, ils auraient arrêté, ils auraient suspendu. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est exceptionnel, mais ça n'a rien d'exceptionnel, c'est simplement d'essayer de faire de sa vie une réussite qui ne soit pas matérielle d'abord, parce que on bouffe que 2 fois par jour, 3 fois par jour, hein. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, ça j'expliquais tout à l'heure, invité dans des palaces, dans des jets privés autres pour être plus heureux. Et le goût des autres, on va dire, hein, le goût des autres, ça me paraît beaucoup plus important. Et le goût des problèmes des autres, alors là encore plus. Donc là, je m'en suis recollé une là, récemment. Je me suis collé une association qui s'appelle l'EAC, qui a pour mission de donner de l'aide juridique à toutes les familles qui ont des enfants qui rencontrent des problèmes avec la justice ou l'administration. Du type, par exemple, j'ai 3 cas dont je m'occupe alors là, personnellement, et ça, il est hors de question que ça n'aboutisse pas. D'une jeune femme, je veux dire, qui se fait prendre ses enfants par les gendarmes un soir, placée immédiatement au foyer. Tout ça parce que c'était une soirée un peu chahutée, avec son copain, elle avait dû un peu trop picoler, etc. Ça peut arriver, hein, je veux dire, avec les voisins, excédés, ont dû monter ça en épingle. La jeune femme n'était pas comme il fallait à ce moment-là. Et vous rentrez dans un système pour en sortir, après c'est l'enfer. Hein. C'est l'enfer pour récupérer les enfants. C'est l'enfer. Et j'en ai un autre cas, c'est la même chose, où la petite gamine est coincée entre sa mère et sa grand-mère. Elle veut vivre avec sa grand-mère. Sa mère, rien que pour emmerder sa mère, donc s'y oppose. La petite qui a un vrai caractère, qui est très bien scolarisée dans un très bon lycée, qui a 13 ans avec ses copines, résiste. Comme une vraie adolescente, hein, une maturité exceptionnelle, mais n'empêche qu'on a frisé la catastrophe absolue, parce qu'ils ont commencé à la placer dans un foyer dans le Lot-et-Garonne, hein, où elle était complètement paumée, la pauvre gamine, déscolarisée alors qu'elle était au lycée Montaigne, hein, donc un très bon lycée, et en plus en tête de classe. Donc il a fallu la récupérer. Alors là, on a mis la batterie d'avocats qu'il faut pour y arriver. On a réussi à la récupérer. Mais elle est encore sous emprise de l'administration qui commence à dire oui, mais il faudrait que ça évolue, etc. Ben non, il faut que ça évolue. Il faut que la gamine, c'est-à-dire jusqu'à sa majorité, elle puisse vivre et se développer normalement, même si elle doit faire des efforts pour ne pas surtendre la situation avec sa maman. Enfin bref, ce que je suis en train de dire, c'est que si on n'était pas nous intervenus, les 2 cas dont je parle, ils sont foutus. Quoi. Et c'est pas juste, parce que toute seule, sans moyens, il y a vraiment une justice à 2 vitesses. Et sans moyens, sans un conseil spécialisé dans ce genre de situation-là, vous n'y arrivez pas. C'est excessivement difficile. Et vous vivez avec ça qui est en permanence, quoi, je veux dire, surtout les enfants. Quoi. Je ne parle pas de tous les actes de pédophilie ou autres, où les enfants deviennent l'instrument de conflit, l'instrument de... Peut-être que c'est terrible aussi, où là, si on n'intervient pas, on ne fait rien. Donc, quand je dis je m'en suis rajouté un peu, vous avez compris que ça ne me gêne pas plus que ça, mais ma vie est faite comme ça. Voilà, hein. Et c'est ce que tu racontes aussi, en réalité, dans cet excellent récit. Alors, il faut que tu nous parles de ce récit aussi. Et tu dis, par exemple, tu es surpris par la simplicité et la bonté de ton grand-père. Mais en fait, tu es comme ton grand-père. Non, mais... oui, quoi, dire, comme je le disais tout à l'heure, je suis né dans un milieu un peu privilégié, hein, mais mon grand-père était effectivement un saint homme. Il avait fait la guerre, il était blessé de la Première Guerre, mais il n'aimait que les choses simples. Donc on était habitué à la maison à avoir des choses simples. Et ça me plaisait, quoi. Alors que
dès qu'on sortait de la maison, ou dès qu'on sortait du cocon, là, je veux dire, on vivait dans un monde qui n'était pas aussi simple que ça. Je veux dire, quand je dis simple, on ne cherche pas, il faut qu'il n'y ait rien d'ostentatoire, il faut qu'il y ait, voilà, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de choses matérielles, on parle politique, on parle mais oui, non, puis il adorait ses petits-enfants, donc c'était très agréable pour nous hein, d'avoir... alors il faut dire qu'on habitait dans le même immeuble, hein, donc on était souvent avec des grands-parents, hein, mais pas comme aujourd'hui, hein, mais parce que les rapports n'étaient pas les mêmes. Hein. Aujourd'hui c'est devenu complètement fusionnel. Mais oui, ça, oui. Et puis il y a eu beaucoup d'articles élogieux hein, dans la presse française sur ton livre, et certains disent que tu racontes un monde qui a disparu. Est-ce que c'est vrai? C'est pas que je raconte un monde qui a disparu, c'est pas ça, c'est que moi je suis un enfant de Yalta et de Coca-Cola, hein, donc on est né juste après la guerre, hein, et on a vécu dans une ère d'abondance matérielle sans précédent, c'est-à-dire quand je racontais ma vie d'auto-entrepreneur, enfin d'entrepreneur, le chômage, il n'y en avait pas, on pouvait se lancer, avec un peu d'audace, ça marchait, c'est pas rien à voir aujourd'hui, hein, je veux dire, aujourd'hui, et du reste, la génération qui vient, là, celle qui, la toute récente, elle va s'en sortir bien, mais celle qui est entre les deux, là, elle va avoir beaucoup de mal. Donc, c'est de ce point de vue-là, je dis que c'est un monde un peu perdu, parce que là, en fait, c'est la communication qui a, au sens global, qui a révolutionné un petit peu toute cette période-là. C'est qu'à partir du moment où, ben, je me souviens, moi, c'était pas en Algérie, c'était au Maroc. Hein. À Marrakech, il y avait des tas de gamins là, qu'on faisait travailler à 8 ans, hein, à faire des espèces de petites brochettes là, sur des petits tours. Ils faisaient ça. Et je voyais, et moi ça m'intéressait beaucoup à l'époque, parce que je les voyais qui regardaient comme ils s'emmerdaient, complètement exploités qu'ils étaient, etc. Ils avaient des espèces de petites télés noires et blancs qui restituaient des images pas très bonne qualité. Et elles envoyaient quoi ces images? Elles envoyaient de l'opulence, elles envoyaient de la richesse, elles envoyaient l'envie, quoi, l'envie de partager. Bon, et ça, comme on n'a pas su le faire, et ben on le paye cash aujourd'hui avec des flots de migration qu'on n'arrive pas à réguler comme il faut, sachant que là, moi je suis assez ouvert, hein, donc y compris à l'immigration, on aurait pu profiter de toute cette période-là pour essayer de prendre le mal à la racine, hein, mais à ce propos-là, encore aujourd'hui, je m'étonne, mais pas tant que ça, je veux dire, de la difficulté avec laquelle on touchait un mot tout à l'heure, avec laquelle on appréhende la question de l'islam, hein, bon, parce que on crée des peurs là où il n'y en a pas forcément, c'est-à-dire sur lesquelles qui est un terreau favorable aux extrêmes. Hein, moi j'ai beaucoup travaillé sur les problèmes de salafisme en publiant, du reste c'est un peu je fais le tour de la question indéfiniment. Comme ça m'intéresse, je cherche. Et je cherche le meilleur chercheur sur cette question-là. Donc on l'a fait avec Samir Amgar. Je déteste ça, quoi. Je ne sais pas comment dire. Je déteste cette peur générée à propos d'une religion qui peut être parfaitement cohabitée, pourrait parfaitement cohabiter, au même titre que la nôtre, qui est plutôt expansionniste ou même colonisatrice ailleurs. Donc c'est pas la nôtre que je parle de la religion catholique. Hein. Ça, je déteste ça. Je veux dire, c'est comme on a connu les problèmes d'immigration dans les années 60 avec les Algériens, hein, qui sont venus, hein, ils sont venus parce qu'il fallait faire du boulot que personne ne voulait faire, hein. Les Espagnols et dans une moindre mesure, mais quand même les Italiens, quoi. Donc c'est une intégration qui s'est faite parce qu'elle n'était pas basée non plus sur des principes de religion. Il faut bien faire la nuance. Voilà. Quoi. Si tu permets, je vais lire
quelques phrases de ton livre que j'aime beaucoup. Et c'est la chute d'ailleurs de ton livre. Après, on va donner la parole à la salle. Alors, je lis. Alors, le rêve de transfiguration bien ancré, j'opposerai toujours au gourou frileux dont on flatte l'anémie intellectuelle une fois en l'action, en la création, en la liberté et en l'amour. Un amour vrai, constant, inconditionnel, trempé dans l'or vif d'une solidarité humaine qui ne sera plus le masque de nos lâchetés et de nos démissions. Voilà. Je trouve que c'est très très beau et que tu résumes un peu toutes tes quêtes durant toutes ces longues années. Et moi je te dis bravo. Et maintenant la salle peut faire des remarques, peut poser des questions si elle veut. Voilà, la parole est à vous. Yves, il a beaucoup parlé. Hein. Bon. Voilà. Alors, Je vais vous aider. il va vous aider. On peut dire, ça ne doit pas être facile de vivre avec un mec comme moi, quoi, parce que j'ai une femme, j'ai 4 enfants, des petits-enfants, etc. Parce que c'est à la fois un type un peu déchiré, qui n'est pas content, alors que tout va bien. Et du reste, il y a une lettre à ma femme à l'intérieur du livre qui a vraiment été écrite, hein, qui a été restituée. Mais bah, on est comme ça, je veux dire, le prix de sa liberté, je veux dire, elle est à ce prix-là, c'est au prix de déchirure, parce qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on va faire. Hein. Ce qui est sûr, c'est en ne faisant rien, on ne prend pas de risque. C'est vrai que, ou de faire carrière, c'est pas un objectif en soi. Quoi. Donc c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi... voilà. Et que, on l'a occulté là dans la discussion, mais l'écriture, c'est sorti plusieurs livres à plusieurs époques qui sont toutes dans la même filiation. Tout à fait. Mais ça n'a rien d'exceptionnel de dire que on a d'avoir le goût des autres, hein, fondamentalement. Et pourquoi je suis là? Parce que Yann, j'aime bien ce qu'il fait, c'est-à-dire, il faut le faire, hein, réunir dimanche après-midi comme ça. Des gens pour parler, etc., qui fait beau dehors. C'est la vie, quoi. On peut avoir la volonté, mais où avez-vous puisé toute cette énergie pour avoir fait tout ça? Bon, c'est pas... C'est plutôt un instinct de survie, hein, parce que quand vous avez envie de participer, que vous n'arrivez pas à y participer, vous vous frustrez. Si vous vous frustrez, vous vous rendez malade. Si vous vous rendez malade, vous rendez tout le monde malheureux autour de vous. Enfin bref, donc il faut y aller, quoi. C'est vraiment le couple de l'action et de la création qui sont ensemble, quoi. Et dans l'attrait, je veux dire, des expériences des autres, hein, qui nourrissent énormément. Hein. Je parlais des expériences avec les gadgets. Là, je vous garantis que c'est tout bête comme geste, mais ils étaient invités aussi par d'autres organisations, hein, dans des colloques internationaux, parce qu'il fallait organiser des colloques, hein, où il ne se passe rien, parce que tout le monde parle, et une fois que c'est terminé, tout le monde s'en va. Donc, ben, nous, au lieu de faire des colloques, on faisait des réunions actives, hein, c'est-à-dire qu'on les emmenait, je les emmenais là où il faut, dans les bureaux des ministres, de chez nous, sur le terrain, véritablement, et on les logeait dans un petit hôtel qu'on avait trouvé rue du Commerce dans le 15e arrondissement, qui était absolument impeccable, refait à neuf ou autre, mais qui était un 2 étoiles, qui coûtait donc pas cher, et avec la différence par rapport au budget qu'on avait des communautés européennes au titre de défraiement, on donnait une enveloppe, et je vous garantis que la petite enveloppe de défraiement, elle était appréciée parce qu'elle permettait à tous ces types qui sont devenus, hein, pour l'essentiel président de la République chez eux, hein, ou ministre de très haut niveau, de revenir avec, ils allaient à Monoprix en général, et puis ils ramenaient des tas de petits cadeaux pour leurs femmes, pour leur... et je ne faisais pas ça pour les acheter, entre guillemets, parce que c'était terriblement frustrant de venir être installé dans des palaces et puis de ne pas avoir un centime, même pas pour régler la note de bar, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient invités, y compris de picoler un petit peu
truc, il y avait les mecs à la sortie de l'hôtel qui les récupéraient en disant et puis ils allaient aller, voilà. Donc c'est des petites attentions qui, eux se souviennent encore aujourd'hui, hein, ça je vous garantis. Hein. C'était génial avec toi, c'est que voilà. Quoi. Et j'avais ma femme qui participait aussi, parce que quand la femme du, je sais pas quoi, je pense à un en particulier qui est devenu, il est ministre des Affaires étrangères dans son pays, elle avait des problèmes personnels de femme. Hein. Elle est consultée à gynéco quand vous ne connaissez pas à Paris, vous n'avez pas un rond, ma femme s'en occupait, elle prenait rendez-vous, elle allait avec elle, et puis on allait régler son problème. Hein. Et ça, on l'a répété mais 100 fois, ce genre de choses en 10 ans. On ne réfléchit pas, ça paraît assez naturel. Il n'y a pas de bravoure là-dedans, hein, c'est tout simplement du bon sens. Hein. Voilà. Quoi. Et cet amour de la liberté ne vous a jamais quitté, puisque vous avez continué avec l'édition, puisqu'il vous arrive de publier des auteurs qui sont refusés ailleurs parce que leur pensée carrément, alors là, ne fait pas partie du moule. Alors là, je regarde d'abord un peu plus que les autres. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et on n'est pas toujours remercié, hein. Il ne faut pas croire que ça marche toujours, mais quand il y a une démarche sincère, finalement, on arrive pratiquement toujours à faire en sorte qu'elle soit reconnue. Ou quand, je parlais des combats des femmes, quand les combats sont vraiment sincères, et on arrive à les faire prendre en compte, et on arrive du coup à faire évoluer la société comme ça. Hein. Là, je me lance à fond sur le débat de la PMA, hein, parce que ça, c'est autant on peut être pour et contre d'une façon assez clivante sur la GPA, hein, autant sur la PMA c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a plusieurs PMA, hein, alors, il y a plusieurs stades, plusieurs niveaux, on ne peut pas être contre la PMA. Pour les femmes qui sont infertiles encore, jusqu'à quel point elles le sont. J'ai publié du reste un livre qui s'appelle La fleur de bac, où elle finit par, la jeune femme finit par se sortir à 43 ans, je crois, persuadée, après avoir fait je ne sais combien d'expériences douloureuses, en utilisant des trucs un peu naturels, et puis surtout, je sais pas, dans sa tête, il s'est passé quelque chose, et finalement ça a marché, donc ça c'est génial. Et la PMA, c'est autre chose, déjà quand on va vers les couples homosexuels, et la généralisation auprès des femmes seules, ça aussi, ça pose un problème. Donc, moi, je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas faire l'économie d'un vrai débat. Et dans ce cas-là, je publie, là, au mois de novembre, pour ou contre. Et on va faire parler tous ceux qui sont pour, tous ceux qui sont contre, pour essayer de participer à la discussion pour se faire son propre avis. Et ce sujet-là, si j'interroge individuellement les trucs, on n'est pas tous certains de ce qu'on va dire. On va dire oui ou non. La question n'est pas aussi facile que ça à trancher. Sur le problème des violences conjugales et notamment du viol conjugal, c'est très difficile comme problématique. Hein, je ne parle pas des femmes battues ou des hommes, hein, parce que j'ai publié justement, tu as parlé un peu dans l'autre sens, à l'inverse, un témoignage d'un homme. On s'aperçoit qu'on peut faire évoluer les choses et surtout encourager les victimes à aller jusqu'au bout, je veux dire, parce qu'elles sont accompagnées, parce qu'elles ne se sentent pas seules. Et le livre les protège, quelque part. Certains de vos livres peinent à se faire une place dans le réseau des médias. Est-ce que les médias vous font aussi un peu payer cette liberté et ce risque parce que vous publiez des gens qui ont une autre pensée, qui sortent du moule? Non, je ne dirais pas ça, hein, parce que j'ai plutôt été gâté par les médias. Donc, j'ai plutôt été gâté
depuis toujours, hein, parce que j'ai fait un petit site du reste. Alors tiens, faire un petit site pour moi, ça a été une souffrance, hein, parce que ça voulait dire qu'il fallait se montrer, quoi. Hein. Mais je l'ai fait parce que sans ça, on ne comprend pas. On a besoin d'expliquer un petit peu pour comprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont qui ne sont que suggérées dans ce que je dis. Non, j'ai été plutôt gâté par les médias. Je veux dire, tous les livres qui sont parus ont une grosse presse. Celui-là, moins, même si elle est importante, parce qu'elle me ramène, enfin, encore une fois, je ne vais pas me plaindre, hein, surtout pas, hein, mais elle me ramène au personnage et pas au livre. Donc, ça me frustre un peu, quoi. C'est-à-dire, les critiques se font une idée du personnage à travers le livre, s'ils le connaissent ou pas, plus ou moins, hein, mais il y a eu un portrait de Jérôme Garcin là, récemment là, dans l'Obs. Il est à mourir de rire, le portrait. Moi, ça m'amuse parce que je me découvre à travers le regard des autres. Hein. Mais ils ne parlent pas du livre. Il y a une pleine page dans le Figaro, ils ne parlent pas du livre. Ils vont parler de l'action à l'Est ou d'autres qui vont parler d'autres choses. Mais du livre, non. Alors que je ne l'ai pas fait pour enfin, voilà, non, je peux dire, en tant qu'éditeur, quand je vois la difficulté à avoir des livres qui soient vraiment soutenus, moi, non, je peux pas dire, on ne peut pas dire ça. D'ailleurs, sur le site que j'ai mis que des extraits, mais il y a énormément de papiers qui sont tombés sur les bouquins. Enfin, par rapport à la moyenne, ça, non, mais là, ce qu'on peut dire par rapport à la deuxième partie de votre question, c'est il y en a pour qui je suis à part, donc ils ne savent pas trop, ils ne savent pas comment me prendre, ou ils ont peur de ne pas prendre par le bon bout, ou ils ont peur de ne pas poser les bonnes questions, ou ils ont peur de je ne sais pas quoi, ou ceux qui vont botter en touche en disant mais de toute façon il a tout, donc il fallait qu'il écrive des livres aussi, parce que ça fait bien, ou un truc comme ça, ils n'ont rien compris. J'ai tout entendu, mais je m'en fiche un peu. C'est pas le but recherché. Je suis fasciné par la réussite. Alors moi, ma réussite, ça aurait été plutôt qu'ils disent ce livre est génial. Il a peut-être dit des choses agréables, mais je m'en souviens même plus. Je me souviens que du fait qu'il a fallu ramener du livre. D'autres questions, d'autres remarques? Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à l'avenir concernant le livre, les émissions littéraires à la télévision par exemple? Est-ce qu'il y a des ouvertures? D'une façon générale, je veux dire que ce n'est pas un type qui pêche par optimisme. Si je pêchais par optimisme, en général, je n'aurais rien fait de ce que je fais. C'est parce que justement j'étais déchiré entre optimisme et pessimisme que j'ai pu faire des choses, écrire des livres. Donc, je ne dirais pas ça. Je dirais que, à condition de ne jamais vraiment renoncer, si on a la possibilité, hein, parce que là, il y a encore l'environnement dans lequel on est, dans lequel on vit, c'est ne pas renoncer et pas subir. Voilà. Alors, c'est déjà deux thématiques, je veux dire, qui sont des lignes de conduite qui ne sont pas faciles à tenir tous les jours. Voilà. Bon, l'espoir est toujours là. Oui, bien sûr. Voilà. Juste une anecdote, moi j'ai publié 2 livres de poésie aux éditions du Net, Fleurs aux épines et La chute. Même en connaissant le mari de la présidente de France Télévisions, que j'ai rencontré dans un conservatoire parisien, eh ben, je n'ai pas pu avoir ne serait-ce un petit mot sur mes livres. Il me l'a promis à plusieurs reprises, mais ça n'a jamais été fait. Oh, mais d'abord, donc mission impossible. De jouer avec le relationnel dans ce milieu-là, c'est totalement compliqué.
mais c'est pourtant ce qui se fait souvent. Il faut faire partie du réseau pour qu'on puisse parler de vous. Oui, d'accord, mais Dieu merci, c'est pas complètement la règle. C'est plutôt que les oreilles sont un peu paresseux, hein, et que lire, quand je parlais de 400 livres, déjà lire 10 livres, c'est compliqué, c'est-à-dire ils ne le font pas forcément. Et puis, ils coulent sous une avalanche de bouquins. Ça m'est arrivé d'aller avec un livre d'un des auteurs remettre en main propre un grand critique le livre, qui me dit ah oui ça m'intéresse, je vais faire un papier, tu peux me rappeler dans un mois ou deux, et je le rappelle un mois ou deux après, il me dit mais j'ai jamais reçu le livre. Et je lui dis écoute, arrête, on a déjeuné le 17 octobre ensemble, j'ai déjeuné pour ça, je t'ai amené le... Ah oui merde, excuse-moi. Voilà, Je suis intéressé là. Bon, je pense qu'on est arrivé Voilà, au bout de la rencontre. Les livres sont là pour ceux qui veulent une dédicace de Monsieur Yves Michalon. Il est là pour vous. Merci.